de fluor. Certains produits pour les bébés, si vous savez, ils prennent du fluor pour la nutrition, etc. Donc, c'est quelque chose qui va se retrouver un peu partout dans notre quotidien. Mais on abordera surtout l'intoxication par rapport à une profession. Donc, on abordera comme d'habitude une introduction, les différentes propriétés physico-chimiques, les utilisations et sources d'exposition. On va on va voir quelque chose par rapport à la Pardon, docteur. Docteur, on voit Oui. rien. On a perdu la diapo. Voilà. On voit que la date. Que quoi? C'est La maintenant date. Ça revient. que la date. Ça revient? C'est bon? C'est bon? Non, pas partiellement. encore. Oui. wesh. Je sais pas. أنا نشوف فيه. Bon, attendez, je reviens vers vous. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc, normalement, je partage avec vous tous les participants. Là, je n'ai pas arrêté le partage. Oh, Je pense que vous avez réduit l'écran. j'ai réduit? Non. Vous voyez rien, rien. À peu près rien. Juste le haut, un juste angle le haut. de l'écran. Bark. Juste un angle. C'est pas la navigation en mode une seule main, non? Vous avez réduit l'écran, comme a dit la collègue. مش هذا مود هذا يسلم. ما نعرفش هذا المود هذا يتسمى. Vous arrêtez la rotation. La rotation, je change, je reprends. J'ai mis Oui, une oui. rotation. Sinon, Je reprends comme petit. sinon, docteur, vous arrêtez le partage puis le refaire. Je refais. Voilà. D'accord, allez, ok. Je refais carrément, comme ça on sera tranquille. D'accord, je refais le partage. C'est bon, hein? C'est bon, on est en train de le voir. Donc. Voilà. Là. Maintenant, vous le voyez? Oui. Oui, C'est bon. Oui. Allez, très bien. on le voit. Juste la Mais rotation. réduit. Vous faites juste la La rotation. rotation, c'est mieux C'est comme bon, ça? c'est bon, oui. Voilà. C'est bon. Allez, très bien. Donc, on a le plan, c'est comme d'habitude, hein, c'est par rapport à tous les toxiques, pardon, c'est le même principe. Donc, introduction, les différentes propriétés physico-chimiques, la toxicocinétique, les mécanismes d'action, les différents tableaux cliniques en intoxication aiguë et chronique, le traitement, la prévention et ensuite la réparation. Donc, en introduction, le fluor, c'est le premier élément de la famille des halogènes. Il est relativement abondant dans la nature. Hein. Il n'existe pas de façon élémentaire, mais toujours sous forme de fluorure. OK? Donc, l'ion F, c'est un oligo-élément. Donc, il se retrouve dans notre corps. D'ailleurs, il est un élément qui va avoir une absorption passive au niveau des cellules, puisqu'il va accompagner en même temps. Désolé, docteur, le même problème se répète. Donc, il faut mieux envoyer moi le document. Je vais le partager rapidement sur Facebook. Tout de suite, je Ouais, t'envoie. de préférence. De préférence, allez, ok. Tout de suite, je t'envoie. Okay. D'accord. Voilà. Là, c'est bien enregistré. Donc, dans mes documents. Ok. C'est un puissant oxydant. D'accord? Il provient de la décomposition électrolytique
du NaF, donc réaction entre le fluor et le sodium, très réactif, même à température ordinaire. Donc, dès que vous avez une industrie où vous avez du fluor et que en même temps vous avez du sodium, sachez que vous allez tout de suite avoir une grande réaction d'oxydation, même si on est à une température ordinaire. On n'a pas besoin de le porter à très forte température pour qu'il fasse sa réaction d'oxydation. Il réagit notamment avec l'eau en formant l'acide fluorhydrique. Donc le fluor gaz et l'acide fluorhydrique, donc c'est le fluorure d'hydrogène, sont les composants les plus importants par rapport à une industrie de fluor. Donc le F2 donc, en tant que gaz et l'acide fluorhydrique, donc HF, fluorure d'hydrogène, ces deux formes, si vous voulez, chimiques du fluor sont les composés les plus importants qu'on va rencontrer dans le monde industriel. Alors, ces différentes propriétés physico-chimiques, donc les principaux dérivés sous le terme de fluorure sont premièrement les acides de fluorure, donc qui sont très solubles. Vous avez l'acide fluorhydrique, donc le HF, et le difluorure d'ammonium, un H4HF2. Les fluorures minéraux qui sont peu solubles, donc c'est les fluorures de sodium, NaF, et les fluorures de potassium, c'est le KF. Les fluorures minéraux qui sont complètement insolubles, ce sont les fluorures de lithium, LiF, fluorures de calcium, CaF2, et les fluorures de barium, BaF2. Donc vous avez différents termes de fluorure. Ça va dépendre de la réaction chimique de mon élément F2, que ce soit avec l'hydrogène, avec l'ammonium, avec le potassium, le sodium. Ça a une certaine hydrosolubilité. Ceux qui sont très hydrosolubles, ceux qui sont peu solubles et ceux qui vont être insolubles dans l'eau. D'accord? Le fluorure de calcium, lui, il est solide et incolore. Fluorure de calcium, solide, incolore. Fluorure de sodium, c'est une poudre blanche cristalline solide. L'hexafluorure de soufre, c'est un gaz inerte, incolore, inodore. Et vous avez l'acide fluorosilicique, qui est un liquide de fumant incolore, et le fluorosilicate de sodium, NaSiF6, qui est une poudre granuleuse blanche. Donc, selon les réactions chimiques qu'il va avoir avec certains composés, il va avoir certaines formes. Ou c'est carrément les premiers qu'on a vus, donc ce sont des fluorures à type d'acide et qui sont soit très solubles jusqu'à insolubles. Sinon, vous avez certaines réactions chimiques qui vont se passer avec le calcium pour vous donner une forme solide. Avec le sodium, il va vous donner une certaine forme de poudre sous forme de gaz quand il va se fixer 6 fois avec le soufre, et sous forme de liquide quand il est avec l'acide fluorosilicique, c'est-à-dire qu'il va se combiner avec le H2SI, d'accord, et sous forme de poudre granuleuse quand il est avec toujours NaSi, donc le fluorosilicate de sodium. Donc tout dépend de sa forme et des réactions chimiques qu'il va avoir avec les autres corps. Vous avez différentes formes, ce qui veut dire qu'il va avoir des propriétés physico-chimiques totalement différentes selon la composition chimique, la réaction chimique de l'élément avec lequel il a eu sa réaction. Donc l'acide fluorhydrique aussi, donc vous avez au fluorure d'hydrogène, c'est le HF. Le HF est une solution aqueuse qui est incolore. Elle a une odeur acre, très corrosive. Je pense que vous avez déjà senti cet acide parce qu'on le retrouve quand même au niveau de l'hôpital et notamment on le retrouve dans les services de réanimation. Il est capable de dissoudre le verre, donc vous voyez sa capacité corrosive, elle arrive au point où il peut dissoudre le verre. Il va dissoudre aussi tous les oxydes
inorganiques. Et la plupart des métaux, sauf le platine, l'or, l'argent et le mercure. Donc, il va permettre de dissoudre pratiquement tous les métaux, à part le platine, l'or, l'argent et le mercure. Donc, cette propriété, si vous voulez, d'être corrosif, va vous donner certains signes cliniques en intoxication. D'accord? Tout comme il va dissoudre certains métaux, cette action de corrosion peut se produire quand on est en intoxication aiguë par rapport à l'acide fluorhydrique, d'accord? Qu'on nomme aussi fluorure d'hydrogène. Donc, les propriétés physico-chimiques, le fluorure de calcium, c'est le CaF2, qu'on appelle aussi le spat fluor. C'est un solide qui est incolore, qui est relativement insoluble dans l'eau et les acides ou les bases diluées. C'est la principale source mondiale en fluor. Donc, ce qu'on va avoir comme poudre de fluor, ça va être du fluorure de calcium. Vous allez voir qu'on va retrouver dans certaines compositions, notamment de médicaments et aussi de certains traitements, hein, aussi un peu combinés avec d'autres éléments pour nous donner certaines compositions dans les traitements de certaines pathologies. Donc, c'est le fluorure de calcium qui est la principale source mondiale en fluor et c'est un solide qui est incolore, insoluble dans l'eau, dans les acides ou dans les bases diluées. On a aussi un autre type de fluor, c'est le fluor dans les cryolites, c'est l'aminofluorure de sodium. Le plus répandu, celui qu'on connaît le plus, c'est le fluorure de sodium, c'est le NaF, qui est une poudre blanche, cristalline, solide, incolore, blanc. Oh là là. Excusez-moi, mais j'ai un appel important. Je reviens vers vous dans 2 minutes. كربوت وعيطت تطلع شي وصا هذيك هي اللي كتشد فاكسيناسيون صباح شحال ساعتكم مازال ما كملتش الزوج مازال ما كملتش ما شكيتش Allô? Oui, وي C'est revenu? Ah voilà, très bien. Ok. Donc, par inhalation, l'absorption se fait majoritairement par inhalation, mais on peut avoir aussi une absorption par ingestion qui va se faire soit par déglutition des poussières inhalées ou par contact avec les mains souillées. Donc, par ingestion, ces fluorures sont rapidement absorbées par les muqueuses. Cette absorption est très rapide pour l'acide fluorhydrique et le bifluorure d'ammonium, ainsi que les fluorures minéraux qui se dissocient avec formation d'acide fluorhydrique. Le fluor, lui, passe facilement les membranes cellulaires par diffusion facile grâce à son coefficient de perméabilité qui est équivalent à celui de l'eau. Donc, dès qu'on va l'ingérer, ces fluorures vont être rapidement absorbées par les muqueuses. Elle est d'autant plus importante, elle est d'autant plus rapide, cette absorption, quand il s'agit d'acide fluorhydrique, de bifluorure d'ammonium et de fluorures minéraux qui vont permettre la formation de l'acide fluorhydrique. Et de ce fait, le fluorure va pouvoir passer les membranes cellulaires puisqu'il a une perméabilité équivalente à celle de l'eau. L'absorption cutanée va être possible et elle a été surtout rapportée lors de brûlures consécutives à une exposition à l'acide fluorhydrique. Donc cette absorption cutanée va se faire principalement au moment des intoxications aiguës par brûlure cutanée. La distribution de ces fluorures, elle va être surtout au niveau des tissus mous et le sang. Donc 75% va passer au niveau du plasma. 99% des fluorures va être stocké au niveau du squelette osseux
Donc, avec formation de fluoroapatite, d'accord, il va se fixer sur l'émail des dents et la dentine pendant la formation des dents et les fluorures passent la barrière placentaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir les dents jeunes parce qu'ils ont consommé beaucoup d'antibiotiques dans la petite enfance. C'est tout simplement parce qu'ils ont consommé des antibiotiques qui contenaient des fluorures. Donc, les fluorures vont se retrouver à 75% distribués dans les tissus mous et le sang. Ils vont être stockés à 99% dans l'œuf, où ils vont former des fluoroapatites. Ils se fixent aussi au niveau de l'émail et au niveau de la dentine lors de la formation des dents, donc dans la petite enfance, et ils passent la barrière placentaire. Katia, c'est rapide, Kodour, parce que là, il est en train de m'appeler, dis-lui que je suis en cours. L'élimination de nos fluorures est surtout urinaire, par filtration glomérulaire et réabsorption tubulaire, mais il peut aussi être éliminé au niveau des sueurs, de la sueur, pardon, mais aussi au niveau des matières fécales et on le retrouve aussi dans la salive. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire notre surveillance médicale par le dosage des fluorures au niveau urinaire dans les matières fécales, la salive ou la sueur. À l'arrêt de l'exposition aux fluorures, le relargage du fluor osseux et son élimination va se faire en 2 phases. La seconde phase est très lente et peut aller jusqu'à 8 ans. Donc, quand je teste toute exposition aux fluorures, je risque de ne plus avoir de fluor, mais je vais avoir le fluor qui était stocké dans l'os et qui va être éliminé. Et l'élimination risque d'être vraiment très très lente, donc ça prendra plusieurs années pour voir se débarrasser le corps de ces fluorures qui ont été stockées. Donc, quand je suis en exposition, quand je vais avoir des fluorures dans le sang ou dans les urines de mes patients, de mes travailleurs, je vais les extraire de mon environnement toxique, mais je ne vais pas espérer l'élimination totale de mes fluorures de l'organisme de mon travailleur qu'au bout de plusieurs années de retrait d'exposition. D'accord? Donc, on va toujours avoir des fluorures dans le sang de mes travailleurs, même si j'ai arrêté leur exposition. Ce n'est qu'au bout de 8 ans ou peut-être 10 ans que je vais avoir un organisme dépourvu de fluor. Le mécanisme d'action, donc, premièrement, on a une affinité pour les ions de calcium. Il va agir aussi sur les métalloenzymes en les inhibant et on va avoir une action caustique pour certaines formes de fluorures. Donc, en premier lieu, on va commencer par sa grande affinité pour l'ion calcium, ce qui explique son stockage au niveau de l'os. Donc, les fluorures ont la propriété de chélateur des ions de calcium et de magnésium en formant des sels insolubles. De plus, ils vont se substituer au groupement hydroxyle de l'hydroxyapatite pour former le fluoroapatite. Donc, si vous voulez, il va avoir la propriété de chélation des ions de calcium. Donc, il va former des sels insolubles. Donc, il va rompre cette réaction du calcium, des ions de calcium et de magnésium. Il va prendre leur place. Donc, ils vont se substituer au groupement hydroxyle de l'hydroxyapatite pour former le fluoroapatite et être stockés dans l'os. Ces 2 propriétés seraient responsables de l'hypocalcémie. Donc, on va avoir une baisse de mon calcium puisque mon calcium va être dans une forme de sel insoluble. D'accord?
Et de par le fait, vous allez avoir tous les signes de l'hypocalcémie. Donc, toutes les personnes qui vont être exposées aux fluorures, qui vont subir cette action d'affinité des fluorures comme le calcium et le magnésium, vont être, enfin toutes, certains qui vont être en intoxication, vont avoir de l'hypocalcémie. Et donc, on va retrouver les signes de l'hypocalcémie dans l'intoxication aux fluorures. Donc, notamment les troubles de la coagulation et les troubles cardiaques qui sont liés à l'hypocalcémie. La deuxième action, ça va être l'inhibition des métalloenzymes. L'inhibition des métalloenzymes. Donc, les fluorures vont être de puissants inhibiteurs enzymatiques, notamment sur certaines enzymes de la glycolyse. Ils vont inhiber la phosphoglucomutase et l'énolase, entraînant ainsi une diminution de l'apport énergétique. Pardon. Voilà la place. L'apport énergétique. Ils vont inhiber aussi les succinates déshydrogénases, entraînant une inhibition de la phosphorylation oxydative et donc diminution de l'apport énergétique cellulaire. Ils vont inhiber les lipases et donc inhiber l'entrée de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs. Inhiber les phosphatases métalloenzymes, inhiber les adénylate-cyclases et les cholénestérases. Donc, le métabolisme respiratoire cellulaire, le cycle de Krebs, la glycolyse anaérobie, le métabolisme cellulaire vont être diminués par inhibition de ces enzymes. On a un autre mécanisme d'action, c'est l'action caustique forte de l'acide fluorhydrique. Donc, cette action va entraîner une nécrose par liquéfaction. C'est une action caustique immédiate qui est associée à une action qui va être retardée. Donc, c'est la destruction cellulaire secondaire qui serait due à la fibrose des vésicules vasculo-nerveux. La dégénérescence du tissu conjonctif périvasculaire et périveineux formerait une gaine entraînant une ischémie en aval et des excitations douloureuses. Donc, l'action caustique, la forte action caustique de l'acide fluorhydrique va entraîner une nécrose de liquéfaction. La nécrose de liquéfaction est une action toxique immédiate suivie d'une action retardée qui va entraîner une ischémie en aval, des excitations douloureuses au niveau vasculo-nerveux cellulaire. Voilà. Donc, sur le plan clinique, donc, si on déduit tous les mécanismes d'action, on va entraîner certains signes cliniques en intoxication. Donc, sur le plan d'intoxication aiguë, nous avons une intoxication par ingestion, mais aussi par inhalation, mais elle peut être aussi par projection. Donc, par ingestion, une seconde, s'il vous plaît. Donc, par ingestion, elle est exceptionnelle. Ça, vous le savez, en général, par ingestion, au milieu professionnel, c'est surtout accidentel ou à but suicidaire. Donc, quand elle existe, elle va être d'installation brutale. Le tableau de l'ingestion des fluorures et des fluorosilicates solubles va être celui d'une salivation, nausée, vomissement, douleur abdominale, diarrhée, gastro-entérite hémorragique, paresthésie, convulsions, accès de tétanie. Tous ces signes sont dus à l'hypocalcémie et par la suite, on risque d'avoir même une paralysie flasque. Du fait qu'on a une hypocalcémie, on va avoir automatiquement une hyperkaliémie et l'hyperkaliémie va entraîner une modification de l'ECG. Et on va voir sur l'ECG des ondes de T
qui sont pointus, signe d'hyperkaliémie. Par la suite, on peut aller vers le collapsus et la fibrillation ventriculaire et même la mort ou le décès de la personne. Suite à l'hypocalcémie engendrée par ce qu'on avait expliqué tout à l'heure comme mécanisme d'action, par le remplacement de tout ce qui est ion calcique par les fluorures. Et on va retrouver des sels de calcium. On ne va plus retrouver le calcium comme élément minéral au niveau du sang, ce qui va se manifester par une hypercalcémie et automatiquement les signes cliniques d'une hypocalcémie. Par inhalation, par contre, on va avoir de l'irritation. Donc, le fluor fait partie des produits qui sont des gaz toxiques et irritants pour l'arbre respiratoire supérieur. Mais on peut avoir aussi un œdème pulmonaire, c'est-à-dire que l'action toxique du fluor va aller jusqu'au fond de mon poumon, c'est-à-dire au niveau de mes alvéoles, pouvant entraîner un œdème pulmonaire. On peut avoir un effet systémique par résorption pulmonaire. Donc, je peux avoir par suite à l'ingestion, on a dit que je pourrais être contaminé secondairement après l'inhalation. Donc, je pourrais avoir une résorption pulmonaire par effet systémique suite à toute l'atteinte par ingestion. Par projection oculaire, l'acide fluorhydrique, l'anhydrase et les solutions de concentration supérieures à 45-50%. Donc, ils sont dus le plus souvent à une projection liquidienne d'acide, mais les vapeurs peuvent aussi brûler les muqueuses. Donc, si on est dans une industrie où je vais avoir de l'acide fluorhydrique, je risque d'avoir une intoxication aiguë par projection. D'accord? Donc, je vais avoir une projection liquidienne d'acide sur mes mains, si je travaille avec les mains, et je peux aussi le recevoir au niveau de la face, comme accident. Donc, je vais avoir des lésions qui vont siéger sur les mains et sur la face. Le tableau clinique, il est dominé. Le tableau clinique, il est dominé par des douleurs violentes avec une zone d'atteinte d'aspect gris aluminium très caractéristique. Donc, si vous avez un tableau clinique d'effet de brûlure, vous allez retrouver un aspect gris aluminium. Il faut se douter qu'il y a eu une intoxication à l'acide fluorhydrique. D'accord? Ce sont des brûlures un peu caractéristiques dans leur manifestation et dans leur forme. Voilà, par exemple, voilà l'image au niveau des mains d'une intoxication, d'une brûlure caustique par l'acide fluorhydrique. Vous avez un aspect légèrement grisâtre. Voilà. Les brûlures ponctuelles par l'acide fluorhydrique concentré peuvent provoquer des effets d'intoxication systémique graves. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs brûlures successives pendant une durée de temps de vie professionnelle, donc il ne s'agira plus d'une brûlure cutanée simple, mais ça va se répercuter sur le système, donc ça va faire une intoxication systémique, donc acidose, hypocalcémie, hypomagnésémie, hyperkaliémie, trouble de l'ECG. On va revenir à l'intoxication par ingestion. Tous les signes qu'on avait retrouvés, peut-être de moindre intensité, mais on va retrouver quand même ces signes-là d'hypocalcémie, d'hypomagnésémie, d'hyperkaliémie et de troubles de l'électrocardiogramme. On peut avoir aussi une atteinte oculaire, bien sûr, par projection. Donc, des brûlures oculaires qui vont être très graves. Ça peut aller des conjonctivites aux atteintes cornéennes, aux brûlures au niveau oculaire. Donc, nous avons
des intoxications aiguës par ingestion principalement, mais aussi par inhalation et par projection, que ce soit projection avec atteinte cutanée, et ça va nous donner les brûlures acoustiques, mais aussi des atteintes oculaires, toujours par projection. Sur le plan chronique, en intoxication chronique, donc, on va avoir ce qu'on appelle la fluorose squelettique professionnelle. Je pense que vous avez compris que le fait qu'il soit stocké, il va être stocké au niveau de l'os et donc par accumulation, donc on sera, du fait qu'il y a un stockage au niveau de l'os, on risque d'avoir une fluorose squelettique professionnelle. Surtout chez les ouvriers où il y a production d'aluminium et les fonderies de magnésium. Ce sont ces deux types d'exposition qui sont les plus sources de fluorose squelettique professionnelle. Donc, par accumulation des fluorures au niveau du squelette, on va avoir plusieurs types de manifestations. Au premier stade, cette fluorose squelettique va être asymptomatique. D'accord? On peut avoir parfois des arthralgies, mais c'est surtout la radiologie qui va nous permettre d'avoir une suspicion d'intoxication chronique aux fluorures. On va avoir une densité accrue de l'os. D'accord? Au deuxième stade, on va voir s'installer une ostéoporose qu'on appelle ostéoporose fluorée invalidante. Elle va être douloureuse, si vous voulez. Elle va s'installer surtout au niveau des vertèbres, au niveau du bassin et au niveau des côtes. Donc, c'est une ostéoporose fluorée qu'on va voir principalement au tout début de notre intoxication au niveau du bassin, au niveau des côtes et au niveau des vertèbres. Cette ostéoporose, elle va se manifester comment? Elle va se manifester par une hyperminéralisation osseuse du squelette avec des zones d'hypominéralisation. Les ligaments peuvent se calcifier aussi. Donc, vous allez avoir une hyperminéralisation osseuse du squelette avec quelques zones d'hypominéralisation et probablement, quelquefois, on peut voir une atteinte ligamentaire à type de calcification. Donc, ça peut être de façon fortuite, donc dans le cadre de notre suivi de nos travailleurs, puisqu'on va les suivre comme étant des travailleurs qui vont avoir une surveillance spéciale. Donc, on va demander des radios, et donc ces radios-là, on pourrait faire une découverte fortuite, radiologique, sans aucun signe clinique. Mais elle pourrait s'agir aussi, on va pouvoir avoir le diagnostic une fois qu'on va avoir une ankylose de la colonne vertébrale. D'accord? Mais les articulations sacro-iliaques vont être intactes, ce qui va faire un diagnostic différentiel avec la SPA. Vous avez une ankylose de la colonne vertébrale sans atteinte des sacro-iliaques. D'accord? Donc, il n'y aura pas d'atteinte sacro-iliaque, mais on va avoir des ankyloses de la colonne vertébrale qui est un signe plutôt en faveur d'une fluorose squelettique professionnelle que d'une atteinte rhumatismale. Donc, sur le plan clinique, vous allez avoir des douleurs et des limitations de mouvement. D'accord? Sur le plan biologique, on va avoir une tendance à l'hypocalcémie, mais une hypercalciurie et une fluorurie qui va nous confirmer le diagnostic de cette fluorose. Sur le plan radiologique, vous allez avoir des ossifications insertionnelles. Donc, vous voyez l'hyperminéralisation au niveau de ces radios que vous voyez sur la plaque. Donc, au niveau des insertions, vous avez une hyperminéralisation, de petites zones d'hypominéralisation.
Donc, vous avez ici les os courts, vous avez un rachis où vous avez une thermalisation. Au niveau des poignets, au niveau des extrémités inférieures de mon radius et de mon cubitus. Vous avez une position un peu, si vous voulez, ces images sont un peu extrêmes, mais on pourrait avoir de l'ankylose qui serait juste débutante, et on pourrait ne pas aller vers toutes ces définitions qui restent un peu historiques. Les différentes petites plaques que vous voyez sur les dents, ou carrément une déformation de la coloration des dents à cause de l'intoxication aux fluorures et la fixation de ces fluorures au niveau de l'émail des dents. Donc, si on ne fait pas une biopsie osseuse, le diagnostic de fluorose va se baser principalement, c'est clair, sur l'augmentation du taux de fluor urinaire, donc une fluororurie, d'accord, mais aussi une polyarthralgie, l'ossification insertionnelle. Donc, si on peut faire des biopsies osseuses, c'est tant mieux, mais en général, on va pas aller vers la biopsie, faire le diagnostic de fluorose, alors qu'on a déjà une notion d'exposition, on a déjà certains signes tels que, par exemple, un taux de fluor urinaire élevé, la notion de polyarthralgie et l'ossification insertionnelle chez les radios. Le taux de fluor supérieur à 4000 ppm va confirmer le diagnostic de fluorose. Donc, c'est surtout une surveillance biologique et radiologique qui va nous permettre d'avoir le diagnostic le plus précocement possible. Alors, une réduction de la concentration sérique de l'acide sialique avec augmentation de la concentration sérique des aminoglycans, si on peut les faire, bien sûr, mais aussi, on a un risque de fluorose si on va retrouver un rapport acide sialique aminoglycan inférieur à 10%. Si on peut faire ce dosage sérique de l'acide sialique et des aminoglycans et qu'on puisse faire le rapport entre les deux, donc on peut déjà identifier le risque de fluorose chez nos travailleurs. Les lésions osseuses, par contre, seraient précédées d'une phase pré-fluorose qui est caractérisée par certains troubles. Donc, si je fais un bon suivi de mes travailleurs exposés aux fluorures, je peux me douter qu'il y a une pré-fluorose, j'ai des lésions ou des troubles au niveau musculo-articulaire, arthropathie, fibrillation musculaire, douleur rétrosternale, ce sont des signes qui précèdent la fluorose. Je peux avoir aussi certains signes indirects qui sont d'ordre neurologique, à type de vertige, de céphalée, de paresthésie, liés à l'hypocalcémie quelque part, et des troubles de la vision. Je peux avoir aussi des signes respiratoires, donc l'inflammation des voies respiratoires supérieures, des signes gastro-intestinaux, à type de diarrhée, de flatulence, de douleur abdominale, des signes génitaux urinaires tels que la polydipsie, la polyurie, une cystite et des signes dermatologiques à type d'urticaire. Donc ce sont des signes de pré-fluorose et ce n'est qu'un suivi régulier des travailleurs qui peut détecter cette notion de pré-fluorose. Alors, la fixation osseuse du fluor est réversible après l'arrêt de l'exposition, mais rappelez-vous du mécanisme d'action. L'élimination totale des fluorures au niveau de mon organisme ne se fera qu'au bout de plusieurs années à cause du fluor qui est stocké au niveau du squelette. Le fluor est classé groupe 3 dans la classification internationale de recherche contre le cancer. Le CIRC donc, classe le fluor en groupe
3. Et il aurait été incriminé dans le développement du cancer de la vessie. Bon, dans le groupe 3, donc il serait responsable d'induire un cancer. Donc, il pourrait passer au groupe 1 et groupe 2 au fur et à mesure que les évolutions de recherche scientifique iront. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va traiter une intoxication aiguë par les fluorures? Donc, les fluorures en intoxication aiguë, c'est clair que c'était lié à des notions surtout liées à l'hypocalcémie. Donc, il faut savoir que le pronostic dépend de la précocité des soins, puisqu'on a dit qu'on pouvait aller vers le décès. La surface brûlée, si je suis en intoxication aiguë par rapport à une brûlure cutanée, tout dépend aussi de la concentration de l'acide, de la surface brûlée, de la localisation des lésions pulmonaires ou oculaires associées. Donc, je vais pouvoir traiter mon patient à chaque fois que je pourrai faire le diagnostic le plus précocement possible, ou je pourrai faire mes soins le plus précocement possible aussi. Mais tout dépend de la surface brûlée. Si la surface brûlée est très importante, donc il faudra très très vite prendre en charge le patient dans un service spécialisé. Si l'acide est très concentré, donc l'action toxique va être très importante et je dois obligatoirement faire un traitement très très vite. Et si j'ai des lésions pulmonaires ou oculaires associées, cela voudra dire que je suis dans un pronostic assez compliqué. Donc, en cas d'atteinte cutanée ou en cas d'atteinte des muqueuses, les mesures non spécifiques vont être d'abord un lavage à l'eau. C'est le premier geste et c'est un geste très très important. Donc, ce lavage à l'eau doit être immédiat sur les lieux de l'accident, avec déshabillage du travailleur, sous la douche. Donc, on doit le laver abondamment. Le lavage doit être large. Il doit dépasser toutes les zones atteintes ou supposées être atteintes. Car vous allez voir une zone qui est atteinte, mais en réalité, en sous-muqueux, vous avez déjà une action qui est déclenchée. Donc, il vaut mieux faire un lavage qui doit être très, très large. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'étendue de la projection. Il doit être large, mais il doit être aussi abondant. On doit inonder le travailleur, mais aussi prolonger une dizaine de minutes au minimum. En cas de brûlure oculaire, il faudra faire un lavage abondant à l'eau, mais immédiatement. C'est pour ça que dans toutes les industries où vous avez des produits chimiques, vous avez un rince-œil qui est à proximité de l'atelier où on utilise le produit chimique. C'est pour pouvoir traiter une intoxication aiguë par un toxique, par un lavage oculaire abondant. C'est le premier geste à faire. Après cette mesure qui est non spécifique mais qui a son importance, on va passer au traitement médical. Donc, c'est le massage de la zone brûlée par les gluconates de calcium qui sont en gel ou en solution et qui ont un effet antalgique important. Bon, bien sûr, on passe la main au spécialiste. Donc, une fois qu'on a lavé notre travailleur au niveau de nos ateliers, on va l'évacuer vers un service adéquat, un service de brûlés. D'accord? Service des brûlés. Mais eux, à leur niveau, ils vont faire ça. Ils vont faire un massage de la zone brûlée par le gluconate de calcium. Ils vont faire une surveillance stricte. Bien sûr, elle est indispensable pendant les 48 premières heures et par des injections de gluconate de calcium au siège de la brûlure. C'est ce qui va permettre de faire un effet de compétition avec les fluorures
et donc le calcium va reprendre sa place et le fluorure va être éliminé. Le calcium par voie intra-artérielle pour accélérer la cicatrisation. Lorsque la surface brûlée est supérieure à 1%, ou lorsque la concentration de l'acide fluorhydrique est supérieure à 45-50%, un traitement par voie parentérale est nécessaire afin d'éviter la survenue d'une hypocalcémie et des troubles du rythme qui vont venir par la suite si on ne prend pas en charge notre patient rapidement. Donc, il faudra une hospitalisation dans une unité de soins d'urgence, des prélèvements sanguins, un apport de calcium par voie intraveineuse rapide, une surveillance électrocardiographique, une surveillance biologique répétée. Donc, on va faire des dosages de calcium, de magnésium et un ionogramme à la recherche d'une hyperkaliémie plusieurs fois. On peut aller vers le traitement chirurgical si on a de la nécrose cutanée, donc on va enlever toutes les flictènes et les nécroses. On va faire une ablation de l'angle s'il y a des atteintes inguéales ou péri-inguéales. Donc on va faire une ablation de l'angle pour éviter l'atteinte de ces parties-là. En cas d'inhalation, par contre, ça va être le traitement des atteintes respiratoires. Il est tout simplement symptomatique, ce traitement. Mais il faut savoir que le patient doit rester en surveillance étroite pendant les 24 heures, quel que soit l'état initial. Si j'ai une intoxication par inhalation, je fais un traitement symptomatique, mais je surveille pendant une surveillance stricte et étroite pendant les 24 premières heures. En cas d'ingestion, on va faire boire 10 à 20 ampoules de gluconate de calcium. Ensuite, on va faire un lavage gastrique 4 à 5 fois de suite et on va donner un traitement général. Donc, en cas d'ingestion par les fluorures, on va faire boire le patient, le travailleur intoxiqué, 10 à 20 ampoules de gluconate de calcium, suivi de 4 à 5 fois un lavage gastrique. Et on donnera un traitement général. Sur le plan de la prévention, comme pour tout toxique, c'est la prévention collective qui prime. Donc, substituer à chaque fois que c'est possible. Vous avez vu qu'on a certaines industries où on ne peut pas substituer, celle de l'aluminium et du magnésium. Donc, dans ce cas-là, on passe au travail en vase clos. Il faudra faire une captation des vapeurs au moment de leur émission. Il faut veiller au respect des valeurs limites, valeurs moyennes limites d'exposition. La VME pour le fluor, elle est de 2 mg par mètre cube. Pour les fluorures, elle est de 2,5 mg par mètre cube, puisque c'est les fluorures qui sont la source importante d'intoxication. Il faut veiller toujours à la formation, l'information, la sensibilisation, d'accord, sur les risques, sur les moyens mis en œuvre pour les éviter et sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse et surtout pour leur formation et leur sensibilisation par rapport aux procédures à suivre en cas d'accident. En prévention individuelle, il faut veiller au port des équipements de protection individuelle, tels que les gants, les lunettes et les masques. Donc, par rapport à la prévention médicale, pour les visites d'embauche, il faut éviter d'exposer les personnes ayant une pathologie rénale ou pulmonaire. Pour les BP, selon l'arrêté du 9 juin 1997, la surveillance médicale est particulière, elle va se faire au minimum 2 fois par an. Les travaux comportant la préparation, la manipulation, je suis là, comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents chimiques qui sont le fluor et ses composés.
Donc, à chaque fois que vous êtes dans une industrie où on a du fluor ou un de ces composés qui est utilisé, il faudra faire 2 essais par an. Il faudra faire un examen des dents à la recherche des يتهلا فيا شبيني يا خباك ماش نآمن examen صح شبيني donc, يا والله يتهلا شبيني purification du bassin, examen de la peau. L'examen, de toute façon, on fait un examen complet, tout au nom des effets, mais c'est surtout ما في دلك ces points أنا ندير لك qu'on va examiner en particulier. Pour faire des examens complémentaires, sachez que le HF et les fluorures urinaires doivent être inférieurs à 3 mg par gramme de créa avant le poste de travail. Donc, en visite d'embauche, on fera ce dosage. Pourquoi? Pour avoir un taux de référence initial. Parce que les fluorures, de toute façon, on les a dans les eaux, dans l'eau que nous consommons et dans le sel alimentaire. Par contre, ils doivent être inférieurs à 10 mg par gramme de créa en fin de poste. Le dosage urinaire du fluor doit être de 8 mg par litre. D'accord? Donc, dès que vous êtes en excès, vous allez trouver une augmentation de ces fluorures urinaires. خلاص خلاص La réparation des affections professionnelles par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux est réparée au titre du tableau numéro 32 des maladies professionnelles. Donc, la liste, elle est indicative, donc on pourrait mettre toutes les professions. Il faut surtout apporter la preuve de l'intoxication, de l'exposition par le fluor ou les fluorures. Les maladies qui vont être réparées, ce sont les manifestations locales aiguës à type de dermite, donc irritation cutanée, de brûlures chimiques, de conjonctivite, de manifestations irritatives des voies aériennes supérieures, à type de bronchopneumopathie aiguë ou d'œdème aigu du poumon. Le délai de prise en charge est de 7 jours. Pour les manifestations chroniques, vous avez le syndrome ostéoligamentaire douloureux ou non, comportant nécessairement une ostéocondensation diffuse associée à des calcifications des ligaments sacro-sciatiques ou des membres interosseux et une radio cubitale ou obturatrice. Donc vous avez voilà ce type de manifestation. ما على هزك انتوما كتب الغاشي اللي يديرها باش تتبعوا راه تجي حنا نتوما تعقليه Elle comporte tous les travaux qui mettent en contact avec le fluor, l'acide fluorhydrique, les sels minéraux du fluor, notamment la fabrication et l'utilisation des fluorures inorganiques, l'électrométallurgie de l'aluminium, la fabrication du fluorocarbone et la fabrication du superphosphate et les degrés superphosphate. Donc, bon, la liste est indicative, donc on est à l'aise dans nos déclarations. Donc, la première partie arrive à sa fin, on passe après à l'intoxication au soufre. Est-ce que ça va? Allô? Oui. Rappelez-vous surtout l'intoxication aiguë aux fluorures vous donner des manifestations très très importantes de l'hypocalcémie. Donc c'est un tableau clinique assez caractéristique des fluorures par rapport au poste de travail. Donc vous allez avoir des signes particuliers qui vont être des signes d'intoxication. D'accord? Et aussi à retenir par cœur le traitement de l'intoxication au fluor. D'accord? Les signes radiologiques de la fluorose squelettique qui sont aussi caractéristiques. Ok? Donc on passe au soufre si vous voulez. Donc on va passer par les mêmes étapes en général. C'est un cours qui est très simple. D'accord? Mais bon, on est obligé de le faire. Alors le soufre, c'est un élément chimique.
symbole F, qui se trouve à l'état natif, surtout dans les régions au voisinage des volcans, ça vous le savez. Donc toutes les régions qui vont avoir, qui sont au voisinage des volcans vont avoir une terre ou un sol qui va être riche en soufre. Et vous avez plusieurs sources thermales qui se retrouvent à ce niveau justement. Soit à l'état combiné sous forme de sulfure métallique ou encore de sulfure d'hydrogène dans certaines eaux ou gaz naturel. Le soufre joue un rôle biologique qui est important, vous savez, qui va se retrouver dans des enzymes communes à toutes les cellules vivantes et dans les acides aminés qui sont notre potentiel protéique. Donc, les propriétés physico-chimiques, vous voyez sur cette image, quand vous avez un volcan qui vient d'être en ébullition, si vous voulez, par la suite, vous allez retrouver du soufre au voisinage de ce volcan. C'est un élément non métallique, il est solide, il est jaune brillant et inodore. C'est un mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité. Il est insoluble dans l'eau, mais il est peu soluble dans la plupart des solvants, mais surtout soluble dans le disulfure de carbone. Donc insoluble dans l'eau, peu soluble dans la plupart des solvants, mais il est soluble dans le disulfure de carbone. Il est inflammable. Point de fusion se situe entre 110 et 120. Son point d'ébullition est à 445 degrés Celsius. Sa température d'auto-inflammation est de 202 degrés Celsius. Il est très réactif avec les autres métaux. Le soufre est très réactif. Déjà, si vous vous rappelez la composition des acides aminés et des différentes réactions du soufre, vous savez déjà qu'il est très réactif. On le retrouve dans différentes réactions cellulaires au niveau de l'organisme. Les différentes sources d'exposition, donc on va le retrouver sous forme d'aérosol gaz réfrigérant. Donc il intervient aussi comme réfrigérant dans l'industrie donc électroménager. On va le retrouver dans l'alimentation animale. On va le retrouver dans les détergents, dans la métallurgie, décapage et solvants, dans la pâte à papier, dans le blanchiment, dans les peintures quand il est avec le titan, donc sous forme de pigments à base de soufre. On va le retrouver dans le raffinage, tel que l'alkylation des pétroles. On va le retrouver dans les textiles, c'est la caprolactane ou les polyamides. Donc, on va le retrouver dans les textiles, dans la fabrication de certains textiles. On va le retrouver dans l'agriculture, dans l'horticulture et la viticulture, en tant que fongicide, insecticide. Il est aussi utilisé dans la vulcanisation du caoutchouc. Donc, on incorpore à 2% le soufre au caoutchouc afin de lui conserver son élasticité au froid et à la chaleur. Donc, c'est ce qui permet aux deux roues, aux pneus, si vous voulez, de pouvoir fonctionner même s'il fait très froid ou même s'il fait très chaud, contact avec le sol. L'industrie du textile artificiel, donc le disulfure de carbone, constitue le solvant de la cellulose. Donc vous allez le voir quand vous allez faire le CS2 ou l'H2S. Et on va l'utiliser dans l'élaboration de matériaux de construction. Alors il y a une exposition que personnellement j'ai vue dans le laboratoire des travaux publics, le LCTP, qui est une entreprise avec laquelle on est conventionné. C'est une entreprise qui permet de faire l'étude du sol pour pouvoir donner les composants
des composants du sol et qu'est-ce qu'on devrait mettre comme bitume, etc. au niveau de ce sol. Donc, pour faire l'étude de sol, pour apporter les éléments tel le bitume qu'on va mettre après, on fait un carottage, c'est-à-dire qu'on va enlever une partie du sol, une petite partie comme ça du sol, on va la ramener au niveau du laboratoire pour une étude. Donc, pour pouvoir garder la carotte, pour pouvoir faire l'écrasement mécanique, on va écraser la carotte pour voir quelle est sa dureté. On va la mettre à tremper dans un bain de soufre pendant toute une nuit. Donc, le manipulateur va utiliser ce soufre, va le réchauffer, il va mettre ses carottes dans cette solution de soufre qui est portée à une certaine température. Ensuite, il va les plonger dans l'eau pendant toute une nuit. Et le lendemain, on va écraser les carottes. Et comme ça, on aura conservé toutes les caractéristiques de cette carotte. Donc, toutes les caractéristiques du sol. Mais le manipulateur qui va mettre ses carottes sur ce soufre qu'il a porté à ébullition risque de présenter des signes d'intoxication. Enfin, c'est un truc que j'ai vu personnellement, c'est l'élaboration de matériaux de construction. D'accord? Peut-être qu'un jour, vous allez voir une vidéo par vos camarades du CPMC. On va essayer de vous distribuer ça et vous allez voir comment ça se passe. Sur le plan physiopathologique, donc le soufre est supposé très soluble. Après passage dans le sang, son comportement est indépendant de la voie d'entrée. Donc, il va prendre le modèle biocinétique, suppose une répartition corporelle systémique. Donc, il va être distribué dans le corps en entier. On le trouve essentiellement dans deux acides aminés essentiels, la cystéine et la méthionine. Mais on peut le retrouver dans l'homocystéine et la taurine. Mais essentiellement dans la cystéine et la méthionine. Donc, le soufre inorganique va rester 80% sous forme de soufre inorganique pendant 6 heures. Il va être sous forme inorganique à 15% dans notre organisme pendant 20 jours, mais il restera du soufre inorganique dans notre organisme pendant 2000 jours. Le soufre organique, par contre, est retenu avec une période de 140 jours. Donc, il va rester dans notre organisme pendant 140 jours. L'excrétion se fera à 90% par voie urinaire et à 10% par voie fécale. Donc, le soufre inorganique reste dans notre organisme à 80% pendant 6 heures. On va retrouver 15% pendant 20 jours et 2000 jours, 5%. L'excrétion, par contre, le soufre organique, par contre, il est retenu pendant une période de 140 jours. L'excrétion du soufre, elle se fait par voie urinaire à 90%, mais aussi par voie fécale à 10%. Il va être intoxiqué en aigu par ingestion. La dose toxique ingérée est de 10 à 15%. Elle va se manifester par des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées et une obnubilation avec acidose métabolique sévère et augmentation du trou anionique. Donc, la dose toxique par ingestion, elle est de 10 à 15 grammes et on aura des manifestations à type de douleur abdominale, de vomissement, de diarrhée, d'obnubilation avec acidose métabolique. Par inhalation, par contre, l'intoxication aiguë par le soufre va me donner une rhinite, une toux, une pharyngite, accompagnée de céphalée, de nausées et de prurite. En cas de contact cutané, on va avoir une irritation, voire une brûlure selon la quantité avec laquelle on a été en contact. La projection sur les yeux va me donner une conjonctivite. Donc, c'est un irritant des voies respiratoires supérieures
quand on est en exposition aiguë par inhalation. On va avoir des manifestations digestives si je vais ingérer une dose entre 10 à 15 grammes et je risque d'avoir de l'irritation cutanée, voire une brûlure si je suis en contact cutané et une conjonctivite si j'ai une projection oculaire. Sur le plan chronique, l'atteinte respiratoire par exposition prolongée va augmenter l'incidence de la pharyngite et de la bronchite. Donc, je vais avoir plusieurs épisodes de pharyngite et de bronchite chronique. Donc, je risque d'avoir un emphysème et une altération de ma fonction respiratoire par pharyngite, bronchite chronique successive. Les effets pulmonaires sont augmentés par la présence de particules respirables si je fais de l'effort physique et si je suis tabagique. Donc, l'effet pulmonaire va être augmenté. L'inhalation peut aggraver un asthme préexistant et les maladies inflammatoires et fibrosantes. Donc, on déduit que l'exposition des asthmatiques ne doit pas être faite, ni même des personnes qui vont avoir des bronchites chroniques ou des personnes qui ont une fibrose pulmonaire. L'atteinte cutanée va être observée quand on est en contact avec des solutions concentrées entre 5 et 15% qui peuvent être appliquées sur la peau et qui vont avoir un effet kératolytique. Donc, ça va être l'interaction du soufre avec la cystéine présente dans les kératinocytes qui va dégrader la kératine et provoquer la dissolution du stratum corneum, c'est-à-dire de l'épithélium cutané. Donc, quand on est en contact avec des solutions qui sont concentrées entre 5 et 15%, on va avoir un effet kératolytique sur la peau par action sur la cystéine cutanée. Comment est-ce qu'on va traiter ce type d'intoxication? Alors, si on a une projection oculaire, c'est clair, on va faire un lavage immédiat et abondant à l'eau pendant 10 à 15 minutes. Et ensuite, on oriente vers un ophtalmologue. Si je suis en intoxication par ingestion, je dois transférer le patient en milieu hospitalier à la recherche de lésions caustiques et éventuellement pour traiter mon patient. Si je suis en inhalation, je dois mettre mon travailleur sous assistante respiratoire et je dois l'emmener rapidement vers un service de réanimation. Donc, je dois le transporter dans un transport équipé en oxygène et je le transporte vers une structure de santé pour une prise en charge en réanimation. En cas de contamination interne, c'est-à-dire par ingestion, je dois administrer en urgence du thiosulfate de sodium ou du sulfate de magnésium, seulement sous contrôle médical. Donc, on ne peut rien faire sur les lieux du travail. On doit l'orienter vers une structure médicale spécialisée. La prévention technique collective va primer, bien sûr. Il faudrait que les locaux doivent être à l'écart de la circulation générale. C'est-à-dire que quand on a un local où je vais utiliser, où mon industrie nécessite du soufre, il faudrait qu'elle soit en dehors de la circulation générale. Les locaux doivent être lointains des autres locaux si on fait autre chose dans les autres locaux. Il faudra peindre les sols et les parois par des couleurs qui contrastent avec le jaune du soufre et conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet. Donc, les déchets du soufre ne doivent pas être rejetés dans la nature. Ils doivent suivre une filière spécifique. D'accord? Donc, il y a des récipients qui sont prévus à ce titre et leur élimination est réglementée. Sur le plan individuel, il y a le port obligatoire des équipements tels que les bottes, le vêtement de travail et les gants, le masque et les lunettes.
sont obligatoires. Sur le plan médical, on a compris qu'il ne faut pas faire exposer au poste d'exposition au soufre les sujets atteints d'affections respiratoires, d'évolution chronique et en particulier les asthmatiques. Ils sont inaptes. Donc, pour les visites périodiques, il faudra faire attention et vérifier l'absence de signes d'intolérance, des irritations cutanées, oculaires ou respiratoires. Les examens complémentaires à demander sont une exploration fonctionnelle respiratoire, une radio du thorax à chaque visite périodique. Dans l'atelier dont je vous ai parlé, au laboratoire de travaux publics, eh bien, le manipulateur qui était, d'ailleurs c'est le seul qui est au niveau de cet atelier, il a présenté une irritation du cuir chevelu avec décoloration des cheveux. Donc on avait incriminé le soufre, on l'a envoyé pour un traitement spécialisé et ce n'est que le retrait de cette exposition qui a permis le retour à la normale de sa coloration, couleur de cheveux. Voilà. Ça a été un peu particulier. Alors l'intoxication au soufre, elle n'est pas réparée par les tableaux des maladies professionnelles en Algérie. Donc il n'y a pas de réparation particulière pour l'intoxication au soufre. C'est un composé qu'il faudrait retenir, qu'il faut connaître, mais ce n'est pas une maladie professionnelle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, on a terminé notre moment ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, si vous permettez, par rapport aux sources thermales qui existent en Algérie et un peu partout, Pour le soufre. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que pour quelqu'un qui les fréquente assez régulièrement, est-ce que ça expose à un danger? Ça pose un problème cutané, déjà, sous forme d'irritation, et ça peut entraîner des problèmes respiratoires. Donc, c'est vrai que c'est très, si vous voulez, ces sources thermales sont très prisées. Et elles ont beaucoup de, si vous voulez, de valeur, parce que vous avez des pathologies cutanées qu'on va traiter avec le soufre. Bon. Exactement. Mais il faudrait que les personnes sachent qu'elles y vont. Il y a une durée à ne pas dépasser. D'accord. Il y a une fréquence aussi à ne pas dépasser. Il faudrait y aller. Là, il faut discuter avec le dermato qui les oriente. Alors, quand ils y vont tout seuls, il faut leur dire attention, ne restez pas au-delà d'une demi-heure, par exemple. D'accord. C'est des sources thermales à l'air libre, plus ou moins. Mais vous avez des sources thermales qui ne sont pas à l'air libre. Et c'est celle-là où vous allez avoir plus de risques. D'accord? D'accord. Dans votre entourage qui vont vouloir partir, ou alors des patients qui vont vous poser des questions, il faut leur dire que celles qui sont à l'air libre, vous avez par exemple en Norvège, etc., dans ces endroits volcaniques, ils sont à l'air libre, les sources thermales. Oui. Donc l'effet est beaucoup moindre. Mais en Algérie, par exemple, il y a des sources, si je ne me trompe pas, à Sétif et à Guéma, mais elles ne sont pas à l'air libre. Donc les personnes doivent faire très très attention. D'accord. Il ne faut pas qu'elles dépassent une certaine durée. D'accord. Merci, docteur. D'autres questions? Je reviens vers les fluorures. Attention, il y a eu des moments où des questions ont été posées et les candidats sont passés à côté parce qu'ils ont fait abstraction de ce cours. À retenir l'intoxication aiguë par ingestion, d'accord? À retenir l'intoxication aiguë, notamment les effets sur l'os et le traitement de cette intoxication, ok? Pour votre examen. Et on fera, Inch'Allah, des séances comme ça de cas cliniques avant la période de l'examen, un mois avant ou là, pour que vous vous rappeliez et quelles sont les questions les plus possibles d'être posées. D'accord? Par rapport aux 3 cours qu'on a fait ensemble. D'accord, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci. Merci.
pour votre attention. Je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. Vous pouvez me saisir par mail ou par demander au docteur Chebini de me le dire. D'accord? Merci beaucoup, Merci. docteur. Bonne fin de journée. À vous Merci. aussi. Merci, au revoir. Au revoir.